Les Audacieuses, c'est le premier podcast Société de Podcasters Média. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Média, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Le Rire Médecin, c'est une association qui existe maintenant depuis 30 ans et cette année, c'est d'ailleurs son anniversaire, 3 décennies pour cette association qui propose de faire entrer des clowns dans les services de pédiatrie. Et comme cela dure depuis 30 ans, cela fait beaucoup de services et beaucoup d'enfants qui ont eu la joie de bénéficier de ce rayon de soleil. Alors, on connaît bien en France le Rire Médecin, enfin je crois, mais ce dont je suis sûre en revanche, c'est qu'on connaît sans doute moins sa créatrice. Qu'est-ce qui vous a pris, Caroline Simons, d'avoir un jour cette idée? C'est venu comment ce Rire Médecin? Racontez-nous ça. Eh ben, ça date de 1988, mais même un an avant, en 87, à Noël, j'étais en train de mettre un maquillage de fée de Noël avec mes ailes, des paillettes et tout et tout. Et ma copine en face qui mettait aussi des ailes pour un spectacle de Noël. On commençait à parler et puis elle me parle des clowns à l'hôpital que récemment elle avait rejoint le Clown Care Unit du Big Apple Circus. Et moi, là, j'ai des yeux qui ouvrent grand parce que justement, 2 mois avant, au novembre, enfin un mois avant, en novembre, j'avais joué une dinde dans un service de cancéro pour enfants. On m'avait appelé en disant est-ce que tu peux venir avec ta flûte et ta joie de vivre, aller de chambre en chambre. Et ça a été une expérience absolument bouleversante et qui m'a ouvert pas que le cœur, mais les yeux, la tête, tout envers ces enfants que j'ai trouvé très isolés à l'hôpital. Et un mois après, alors ça me trottait dans la tête cette expérience que j'ai eue, que je pensais être la seule de ma vie. Et Laura, ma copine, a dit bah, si tu veux, ils cherchent du monde pour jouer dans l'hôpital. Donc tu penses bien, j'ai pris mon téléphone, j'ai très gentiment harcelé The Big Apple Circus. Donc, ça a fini avec une audition en soins intensifs avec une petite fille qui venait de voir greffe du cœur. Et puis, j'ai joué Over the Rainbow, j'ai chanté Over the Rainbow. Même si ses yeux étaient fermés, j'ai dansé tout doucement et puis j'étais engagée. Là commençait cette énorme aventure. Puis, j'ai commencé à me faire vraiment du métier. J'ai commencé à intervenir dans un hôpital dans le Bronx, Montefiore Medical Center, où je visitais des enfants de nouveau-nés jusqu'à 20 ans, quoi. Il y avait des ados qui avaient le sida, il y avait des enfants battus, des enfants dans le coma, des enfants avec le cancer. Il y avait tout ce qu'on peut imaginer dans un hôpital pédiatrique. Et j'ai appris vraiment à accompagner des soins, à rentrer dans les chambres doucement, avec l'énergie, à jouer avec un partenaire, parce que c'est très important de jouer à 2. Et puis, peu à peu, je reviens sur mon camembert. Je reviens sur vraiment mon amour pour la France. J'avais vécu toutes les années 70 en faisant du théâtre de rue. J'étais au Palais de Merveille. On m'appelait Ratapus. Et puis, je me suis dit, bah, je veux voir si je peux porter ce projet en France. Donc, ensuite, c'était une longue, comment dire, un vrai travail de contacter l'ambassade, des gens que je connaissais en France. J'ai fait 2 allers-retours, j'ai rencontré des chefs de service, enfin, j'ai fait beaucoup de networking, beaucoup de networking. Et puis, au miracle, un jour, j'ai eu un fax du ministère de la Culture qui m'invitait à, quelque part, à fonder le Rire Médecin. Ça a commencé comme ça. Alors Caroline, ça fait 4 minutes que vous avez démarré.
et 31 Vous septembre. avez un vrai talent pour raconter les histoires. Vous avez sans doute raconté la vôtre déjà enfin, un certain nombre de fois, en 30 ans. J'imagine qu'on vous a sans doute demandé comment ça s'était passé. Mais moi, si je fais un petit calcul, vous aviez une petite quarantaine à ce moment-là? Vous aviez quel âge? Et d'abord, vous étiez comédienne, c'était votre métier de base ou pas? Et est-ce que vous aviez déjà une sensibilité, en direction du médical? Alors, doucement, ça, fait beaucoup de questions. Heu, dans ma petite tête, j'essaie de revenir aux premières. Bon, premièrement, je viens d'une famille, assez médicale, on va dire. Ma mère était chercheuse en microbiologie. Mon grand-père Maurice était, immigré, russe, né sur le bateau entre la Russie et la France, devenu médecin. Il était mort avant ma naissance, mais moi, j'avais envie d'être médecin, réparer le monde, pas comme mes poupées. J'avais un hôpital de poupées toute petite. Donc, j'étais très dans la réparation enfant déjà et dans une famille qui adorait les enfants. Je dis, on était vraiment des génies d'enfants. On faisait des grimaces, des proutes, enfin, on savait faire rire des enfants de ma famille. Et puis, j'ai commencé médecine réellement à 17 ans et j'ai vraiment claqué la porte, après 3 mois de premier stage. J'étais dans un service de grand brûlés, j'étais aide-soignant, je supportais pas l'extrême douleur des patientes, alors que j'adorais les patientes. Je faisais des grimaces, je les faisais rire, je racontais ma vie, je racontais n'importe quoi pour connecter avec eux mais je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour annoncer, des choses traumatiques et j'étais pas capable de fabriquer des médicaments qui fait du mal. Enfin, tout et puis j'étais surtout assez féministe et je ne supportais pas, l'hiérarchie des mandarins à l'époque, quoi. En 1967-68, c'était, il y avait une hiérarchie assez insupportable, je trouve. Et j'avais besoin de liberté, d'indépendance et je voyais pas comment je pouvais, être dans le corps médical. Je voyais pas. Donc j'ai sombré dans le théâtre. J'ai alors j'étais nulle, je savais pas mémoriser des lignes, j'étais maladroite, j'ai fait 1,85 m donc j'ai pas toujours des bleus partout, mais à l'époque, je me cognais de partout. Donc ça faisait rire. Et puis, tout naturellement, mon prof de théâtre dit: «Mais si tu allais dans une école de clown?» Je dis: «Mais ça existe pas». Il me dit: «Oui, en Floride, Barnum». Je dis: «Ah non, c'est des bozos, pas question, quoi». Donc, mmh, j'ai continué à l'université, et puis je suis musicienne depuis toujours, depuis toujours. Je joue la flûte, je chante, je joue du basson, du sax, j'ai appris, l'accordéon récemment, récemment le ukulélé parce que je peux pas jouer la flûte à l'hôpital à cause du masque. En tout cas, voilà, c'est le chemin, vers clown à l'hôpital à 41 ans parce qu'en 1991, j'avais 41 ans et maintenant j'en ai 71. Avec une voix toute guillerette. Vous avez une voix très jeune, Caroline. Tu gentil. Moi, j'ai des cheveux tout blancs de partout, tu vas voir. Je trouve que vous avez une belle bouche bien rouge. Eh oui, eh oui, eh oui. Qui délivre sans doute des beaux sourires. Ce que vous nous avez raconté là, finalement, c'est la réunion des meilleurs des mondes puisque c'est, cette espèce de bain d'enfance, à la fois, enfin plein d'amour comme vous l'avez dit, plein de sourires, plein de gaieté et puis, un sens du soin à l'autre, hein, pour faire très large, c'est-à-dire se préoccuper des autres et savoir les accompagner dans des moments pas faciles. Donc finalement, cette association, c'était du sur-mesure pour vous? Bah, c'est né de ma francophilie. Je dirais que j'adore la France. J'avais rentré aux États-Unis en 1980, après 10 ans de théâtre de rue, après avoir vraiment, voyagé partout. C'était la strada, quoi, Capitaine Fracasse. On mettait notre corde raide,
ou souple, parce que mon compagnon à l'époque, il était funambule. Je faisais des acrobaties, je jouais de la flûte. J'étais un peu, tu sais, comme le flûtiste qui enchantait des enfants, quoi. J'étais toujours entourée d'une vingtaine d'enfants. Quand j'arrivais sur une place publique, je mettais mon maquillage devant eux. J'ai toujours adoré, si vous voulez, un théâtre ouvert, généreux, engagé, pas payant, quoi. Je veux dire, c'est pas rentable ce que j'ai toujours fait. Mais en même temps, j'ai un besoin, mais folle, d'être avec les gens. Vraiment avec les gens, que ce soit les petits, des pauvres, des riches, des snobs. J'adore les snobs. J'adore tout ce qui est humain. J'essaie d'adorer même les gens qui m'aiment pas, parce que j'essaie de trouver la fenêtre du rire ou de rencontre. Ils existent, les gens qui ne vous aiment pas, Caroline? J'espère Oh. bien. Sinon, le sable ne fait pas de perles, n'est-ce pas? Non. Ouais, bah oui. Bon. Comment ça s'est passé? Vous avez décrit le début quand vous avez contacté, alors les mandarins, je ne sais pas, mais en tout cas, vous vous êtes frotté au monde médical pour raconter cette belle histoire, c'est que vous vouliez jouer justement dans les hôpitaux. C'était comment les débuts? On vous a pris un peu pour une dingue, une douce dingue? Comment ça s'est passé? Parce que donc ça remonte à 30 ans. Oui, ça remonte à 30 ans que je suis venue en France, mais avec quand même un chèque de 5 000 $ de la fondation Florence Gould, qui m'a pris vraiment au sérieux sur un coup de fil de 10 minutes. Et qui, Monsieur Young de cette fondation aux États-Unis m'a dit, reviens de la France avec des résultats. Donc, vous pensez bien, têtue comme je suis, j'étais déterminée de rencontrer des gens qu'il faut. Donc, j'ai eu la chance, j'ai rencontré Claude Jasmin, qui était à l'époque un très grand médecin de cancérologue à Paul-Brousse, qui m'avait obtenu, on va dire, un rendez-vous avec Jean Lemerle, qui était le chef des services de pédiatrie à Gustave Roussy. Et puis bon, je vais pas raconter toutes mes connexions, mais j'ai eu aussi à peu près 6 ou 7 rendez-vous différentes. Vraiment, la plupart m'a pas pris pour une dingue, mais Mmh. ils me disaient très vite, oh, mais on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, non, non, vous en faites pas, j'en trouverai. Enfin, je ne savais rien. Mais c'est du poker pour moi. C'était des bons pokers, quoi. J'étais sûre qu'on allait trouver. Et donc, il y avait une voiture, mais énorme, immense, à Colombes. C'était dans le banlieue nord, à Louis-Maurier. Un hôpital dans un secteur pas spécialement très riche, avec une pédiatrie générale, mais vraiment, mais ouvert, généreux, avec un chef de service, monsieur de Pailleray, très intéressé, très distingué, le monsieur. Et puis madame Château, le cadre, qui est venu écouter ce que j'allais dire avec une vingtaine d'infirmières. Mais quel accueil, simplement Mmh. pour raconter ce que je voulais faire. Et c'était pas pareil à IJR. J'ai eu une rencontre avec Monsieur Le Merle qui devait durer 15 minutes. Et au bout de 2 heures, il se rendait compte qu'il était en retard pour aller chercher sa fille. Donc, et puis, il me regardait, il me disait, alors, on commence quand? Je dis, bah, octobre, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis ensuite, je suis allée voir les parents, comment dire, l'association des parents, qui était très hostile. Ils aimaient pas les clowns. Ils ont commencé par me dire, bon, bah, racontez tout ce que vous voulez, mais nous, on déteste les clowns, c'est des menteurs, c'est fausse. Euh, et puis voilà, donc j'ai respiré un grand coup. Et j'ai simplement commencé par montrer des photos de moi, de mes collègues aux États-Unis avec les enfants, et j'ai senti un adoucissement comment dire, dans cette pièce, que les gens regardaient autrement par les images et pas simplement parce que j'allais à tout prix essayer de les convaincre. En plus, mon français n'était pas aussi bien que maintenant, n'est-ce pas, madame? Bien sûr, Euh, j'imagine. et pareil, ça a duré 2 heures. Ils ont eu plein de questions. J'expliquais comment on travaille, que c'était nécessaire de faire une transmission avec les soignants pour savoir où est-ce qu'on met les pieds, qu'on avait un grand respect pour les enfants en fin de vie, qu'on n'allait pas bousculer les familles, qu'il y avait beaucoup de respect pour tout ce qui se passait. Donc, ma foi, on a commencé quelques mois plus tard, en octobre 91, dans ces 2 hôpitaux-là. Et
Et puis monsieur le maire, le chef de service à hygiène, il dit: «J'ai pas d'argent, mais mais si ça marche dans 3 mois, je vais vous aider à en trouver». Et c'était vrai. Quand vous dites «nous», ça veut dire au début de l'histoire, vous étiez déjà une petite équipe constituée? Non, pas du tout. J'avais une très bonne copine, Anne, et je l'avais engagée. Elle a 10 ans de moins que moi. Elle avait à l'époque 10 ans de moins. Elle a toujours 10 ans de moins. Et à l'époque, je l'avais engagée pour m'aider, surtout comme administratrice. Et au bout de 3, comment on dit, présentations, elle m'a dit, mais j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire. Donc Anne Suzanne était la première clownesse que j'ai formée. Et puis ensuite, dans les premiers 3 mois que j'étais en France, dans une petite maison au bout d'un escalier à Montmartre, très romantique, hein, euh, j'ai dû interviewer, auditionner une cinquantaine de personnes. Je voulais absolument trouver que des perles. Je me dis, je suis condamnée à réussir, je peux pas rater ce truc. Même si on trouve pas d'argent dans quelques mois, au moins on va commencer dans une grande qualité d'intervenant. Euh, Ça pardonne pas. Pour moi, ça pardonne pas. Je suis très exigeant vis-à-vis des partenaires et le niveau théâtral des gens qui interviennent. Donc c'était pas rien parce que j'en ai quand même, j'ai quand même, j'ai quand même rencontré pas mal de gens un peu bozos, un peu popo, et puis j'ai trouvé des perles. J'ai trouvé vraiment des gens extraordinaires. Pina Blanquefort, ça fait 30 ans qu'elle est là. Laurie Lechine, ça fait 30 ans qu'elle est là. Bon, Anne, elle est toujours là, 30 ans après. Il y a que Serge qui a repris sa route après quelques années, qui est maintenant à la retraite dans le sud de la France. Et puis voilà, c'était, même pas un an après, on a commencé à Institut Curie, Monsieur Le Verger, qui est toujours chef de service à Trousseau, à Paris, a demandé qu'on intervienne en oncologie. Et puis on a commencé un programme en néphrologie et oncologie à Trousseau. C'est une très belle histoire, mais forcément, elle n'est pas toujours facile cette histoire-là, parce que travailler auprès d'enfants malades, ça doit être difficile quand même, non? C'est peu dire. C'est moi qui ai passé, on va dire 33 ans presque maintenant, presque, et 30 ans uniquement dans l'hôpital. Avant, je faisais du cabaret, je roulais ma bosse, j'ai voyagé partout dans le monde, comme saltimbanque. Là, depuis vraiment 30 ans, je fais que intervenir moi-même, en service d'oncologie, de soins intensifs, oui, des choses, pas faciles, surtout pour les enfants, surtout pour les parents. Donc quelque part, je me suis fait un métier de, comment te dire? De résilience, de comment être résilient, comme bon, ça empêche pas de pleurer, de temps en temps, hein, de faire des attachements, des surattachements. Il y a des enfants qui restera dans mon cœur, mais jusqu'à ma mort, parce qu'ils m'ont tellement marqué, ils m'ont tellement donné. Je crois que les enfants m'ont appris plus sur la distance, empathique que des livres, que des grandes sages comme Elisabeth Kubler-Ross, qui était quelqu'un que j'ai lu beaucoup, beaucoup sur la mort de l'enfant, les fins de vie. Euh, Puis, une autre chose, c'est que moi, j'ai choisi des gens résilients, je pense. Je crois que j'ai un bon pif et je voulais engager des gens à la fois solides, empathiques, mais capable aussi de transmettre. Je dirais, quand tu peux transmettre, tu prends une bonne distance parce que tu donnes à quelqu'un d'autre. Et aussi beaucoup de talent. Donc, il y a cette cocktail un peu étrange dans les comédiens que je cherchais depuis toujours, de talent, empathie, comment dire, teamwork, jeu d'équipe, équilibre, résilience, énergie et curiosité. Parce que si on n'est pas curieux, on ne dure pas dans un métier. Ma mère, Joséphine, elle avait toujours une pile de 1 mètre de livres à côté de son lit. Elle lisait tout le temps pour être top dans son métier. Et
directement et indirectement, c'était une grande influence sur la façon que je voyais le métier de clown à l'hôpital. Alors, il y en a des gens qui pensent que j'étais trop académique, trop sérieuse, mais pour moi, si un enfant a besoin d'un greffe de cœur, ben, sa maman, son papa, son entourage va choisir le meilleur médecin chirurgien du monde. Donc, il n'y a pas raison que les meilleurs clowns du monde soient pas à côté de cet enfant aussi. Donc, l'enfant mérite que le mieux à l'hôpital parce qu'il mérite de guérir, il mérite d'être bien, il mérite de sourire, d'être un enfant, pas un malade. Et je pense que quand on a, comment dire, la bonne matière, un comédien qui a un sens d'empathie, on va quelque part ensemble, on se tient la main. Et puis on est vraiment une grande famille, les médecins. On est une grande famille. On a des, je pense qu'on transmet un peu de résilience, j'espère, aux enfants. Mais nous, on est assez résilientes. Moi, j'ai un conseil d'administration qui est extrêmement résiliente. Et puis, on a une équipe au Crimée, à Paris, extrêmement fort, solidaire et résiliente. Donc, je crois qu'il faut tout ça pour qu'on a 30 ans. Ça fait qu'on a 30 ans, Bien sûr. tout C'est une ça. certitude que Ouais. pour que ça dure depuis 30 ans avec l'enthousiasme que vous exprimez encore aujourd'hui, forcément, il y a des bases très professionnelles, il y a un étayage, extrêmement fort. Alors, j'ai une question, qui est un petit peu à côté, mais en même temps très complémentaire de votre action. Vous êtes à l'hôpital, vous menez vos actions auprès des enfants avec sans doute les personnes des services. Est-ce que vous avez vu évoluer le métier de médecin et d'infirmière pendant ces 30 années? Est-ce que vous ou d'infirmier d'ailleurs, est-ce que vous avez vu ces professions médicales changer dans leur approche, des patients? C'est une question complexe. Hem, je pense que j'ai vu se féminiser de plus en plus les médecins en pédiatrie. C'était intéressant de voir ça depuis 30 ans. Hem, de voir aussi, comment dire? Comment nous, c'est sûr que eux, les soignants, nous ont influencés par leur rigueur, par leur, façon de soigner. Par exemple, les soins sur les enfants qui ont le cancer a énormément évolué. Les effets secondaires sont pas du tout les mêmes maintenant qu'il y avait 30 ans. On va dire que les enfants en fin de vie sont en meilleur état qu'il y a 30 ans. Ça, c'est, il y a des énormes changements par les médicaments, par, je pense aussi que nous, dans les services dans lesquels, on travaille depuis très longtemps, je pense qu'il y a une telle complicité avec les soignants que c'est difficile d'avoir des grands changements. Mais je ressens, si tu veux, un plus de détente autour des patientes, ils sont toujours très professionnels, très rigoureux. Moi, je les admire comme c'est pas possible, mais plus ouverte à la fantaisie autour, plus une tolérance du bruit, qui c'est pas du bruit, mais c'est de la musique. Je parle de nous et la relation avec nous. Dans l'approche du patient hospitalisé, je pense qu'on court après le temps. Donc, il y a une certaine aussi dégradation des conditions de travail des soignants depuis, moi je dirais presque depuis les 35 heures, bizarrement, où il y a moins de continuité auprès d'une patiente parce qu'il y a plusieurs équipes. C'est pas la même infirmière qui va revenir aussi souvent. Je sais pas comment expliquer ça. Je pense qu'il y a beaucoup de stress hospitalier depuis que je suis là, depuis 30 ans. Il y avait eu beaucoup de grèves depuis 30 ans. Enfin, nous, on mettait, et eux, ils mettaient, tu sais, ils sont là quand ils sont en grève, les soignants. Ils sont des gens nobles, fidèles aux patients. Donc, ils mettent des grandes étiquettes en scotch, en grève. Bon, nous, on mettait en rêve. Euh, je suis peut-être pas la meilleure qualifiée pour, euh, pour faire cette analyse. Je ne sais pas.
Je sais En pas. tout cas, Caroline, ils ont su vous accueillir pendant 30 ans, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, vous avez trouvé votre place pendant 30 ans dans ces services. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur ce qu'est aujourd'hui le Rire Médecin? Alors, c'est combien de personnes qui travaillent, qui sont totalement investies dans cette action? C'est combien d'hôpitaux? C'est combien d'actions par an? Est-ce que vous avez ces chiffres en tête? Oui! Allez, on vous Bon, on écoute. est 104 clowns. Waouh! Euh, on est éparpillés sur plusieurs villes. Donc, il y a 9 hôpitaux sur la région parisienne et Paris même. On est à Nantes, on est à Tours, on est à Orléans, on est à Nancy, on est à Marseille. Mais par exemple, à Marseille, on est présent 6 jours par semaine parce qu'on a 3 programmes différents. Chaque programme du Ré Médecin, c'est 2 jours par semaine dans plusieurs services. C'est-à-dire qu'un enfant qui est hospitalisé va nous voir 2 fois par semaine. Donc, c'est 13 permanentes recrimées. Donc, dans les permanentes, il y a mon DG génial, Clotilde Mallard. Il y a les assistants qui fait des plannings. Il y a Estelle et Aurélie qui va chercher les fonds, tu vois, dans les entreprises. Il y a Cécile qui s'occupe des particuliers. Il y a Sophie qui s'occupe de l'informatique en ce moment parce que Emily est en congé maths. On est quand même une belle famille, quoi. J'ai pas dit tout le monde. Oh, puis il y a Bénédicte, des 2 Bénédicte, une qui est vraiment l'assistante de l'artistique et l'autre qui s'occupe de l'école. Puisqu'on a depuis une dizaine d'années une séance d'école qui dure maintenant 3 fois 2 mois pour former des comédiens à haut métier de clown hospitalier. Donc ça, c'est vraiment une innovation qu'on a créée il y a à peu près une dizaine d'années. Et c'est certifiante. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est qu'on était reconnu de donner un diplôme certifiante. Et on a fait des petits, c'est-à-dire que des stagiaires ont fondé leur propre association suite à cette formation. Donc, je suis extrêmement, extrêmement fière de ça parce qu'on ne peut pas tout faire. Et comme j'ai dit, si on ne sait pas transmettre, je ne sais pas ce qu'on deviendra. Euh, donc, combien d'enfants? À peu près 83 000 interventions individuelles par an, à peu près. Ouais, par an, parce que dans une journée, on va voir entre 20 et 30 enfants dans la journée. Ça dépend s'il y a 2 dans la chambre ou un enfant dans la chambre. Et ça 2 fois dans la semaine, et ça toute l'année, sauf une semaine à Noël. C'est époustouflant en termes de chiffres. Là, je suis comblée. Autre question, je suis en France, donc j'ai toujours besoin de savoir comment vous faites financièrement? Vous avez parlé de dons, d'appel aux dons. Comment vous fonctionnez? Mais écoute, on a quand même un budget qui frise, je pense, les 5 millions d'euros, mais il faut les retrouver à 70% chaque année. Vous voyez? On va à la pêche chaque année pour ça. C'est pour ça qu'on a une équipe absolument géniale qui baisse pas les bras, qui lâche rien, surtout par les périodes qu'on vient de traverser et qu'on traverse pour garder nos partenaires. Donc 60 à 70% de ces fonds viennent du grand public. Et c'est des dons à 20 euros, 30 euros, 50 euros. C'est des petits dons, des moyens dons, des fois des grands dons. Il y a aussi des entreprises qui nous soutiennent depuis très très longtemps, de- depuis pas très longtemps. Il y a des gens qui font des produits partage, c'est-à-dire si vous achetez euh, un petit canard, il y a 1 euro qui ira au Rire Médecin. Donc il y a vraiment, comment on dit, il faut mettre beaucoup d'œufs dans la panier, quoi. D'accord, et donc pour vous aider, là, si on peut faire passer un message, on va sur votre site et j'imagine qu'il y a toute la marche à suivre. Ah, tout à fait. On peut faire un don individuel. On peut envoyer un chèque. On peut devenir bénévole. On a des bénévoles partout en France. Des fois, on a des bénévoles qui sont presque comme des permanentes parce qu'ils font la comptabilité pour nous. Ils nous aident au siège pour toutes sortes de choses différentes. Donc, il y a toutes sortes de façons de nous aider. Et c'est sûr que
un petit don régulier une fois par an, c'est ce qui nous aide peut-être le plus, des dons réguliers, des choses sur le long terme, parce que ça nous donne un peu un sécurité pour le futur, quoi. On y croit. De toute façon, Bien sûr, on y croit, évidemment. On y croit avec vous, Caroline, et j'espère que ceux qui nous écouteront feront un petit clic sur leur écran. Une dernière question complètement idiote. Je sais que vous êtes clown, alors je pense que voilà, c'est un petit pied de nez. Si c'était à refaire, Caroline? ben, je commence tout de suite. Ça va pas, non? Et ben voilà, une réponse tout à fait ajustée à ma question idiote. Un grand merci Caroline, j'ai passé un moment génial. Vous êtes, non seulement vous faites de très belles choses, vous résonnez, vous irradiez de bonheur, mais en plus, je suis sûre que vous allez donner la pêche à tous ceux et à toutes celles qui vont vous écouter. Merci Carole. Bonne Ah ben, journée. merci à vous. Au revoir. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com.